Donc, chers collègues, monsieur le rapporteur, nous poursuivrons donc nos travaux avec l'audition de monsieur Antoine Peillon qui, jusqu'à la semaine dernière, exerçait les fonctions de secrétaire général à la planification écologiste. Le secrétariat général de la planification écologique a pour mission d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique, d'initier et de piloter la mobilisation des ministères et parties prenantes, de coordonner toutes les négociations et enfin de mesurer la performance des actions menées. Nous pourrons donc à l'occasion de cette audition aborder la question de la place des collectivités territoriales dans cette démarche, ainsi que les moyens qu'elles peuvent ou qu'elles devraient y consacrer. Donc, monsieur, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement de services publics de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique et donc avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, comme vous venez de prêter serment, vous allez donc nous exposer, faire un exposé d'une 10-15 minutes, et puis ensuite on aura des questions à vous poser. Mais avant de vous donner la parole, je laisse la parole à notre collègue Thomas Dessous, qui est le rapporteur et qui va vous présenter les axes de travail de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Oui, on a cette commission d'enquête qui a été lancée il y a quelques semaines, où le Sénat est très attaché aux collectivités et au rôle qu'elles jouent à la fois dans la démocratie locale et dans l'action publique. Et on a connu ces derniers temps des débats budgétaires assez baroques, puisque les collectivités ont perdu peu à peu un certain nombre de ressources propres et en même temps, on voit bien qu'il y a une forme d'obligation ou en tout cas un mur d'investissement qui se rapproche et elles sont appelées à contribuer beaucoup ou un peu aux politiques de transition écologique. Et à ce titre, en tant qu'architecte de la stratégie de planification écologique du pays, il nous a semblé important, en tout cas utile, de vous entendre sur cette stratégie, le niveau de financement à mobiliser et la façon dont les collectivités locales pouvaient jouer un rôle et à quel niveau ce rôle devait se monter et peut-être réfléchir à quelle fiscalité, mais peut-être ce n'est pas votre spécialité, quel niveau de fiscalité pourrait convenir pour contribuer à la stratégie nationale ou de planification écologique. Donc vous avez eu un questionnaire, puis voilà. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, et bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être je commence par aussi, comme vous me l'avez invité, Monsieur le Président, à déclarer aussi d'où je parle et mes intérêts. Donc, j'ai effectivement quitté mes fonctions il y a une semaine exactement, puisque c'était le 31 mars 2025. Et je suis actuellement directeur général adjoint du groupe IDEX, donc qui déploie notamment des réseaux de chaleur, décarbonation de l'industrie sur les territoires, donc toujours sur une mise en œuvre de ces sujets de transition écologique dans tous les territoires. Je suis aussi membre du conseil stratégique de Verdéo, qui est une entreprise, qui est une petite start-up qui s'intéresse au suivi de l'impact environnemental des projets écosystémiques. Et je conseille aussi l'entreprise Energypool, donc en matière d'énergie. Voilà. Et je suis par ailleurs aussi dans l'association de la planification écologique que nous avons fondée pour poursuivre les travaux aussi que j'ai engagés aussi en tant que SGP. Alors, puisque vous m'y invitez, quelques éléments peut-être d'introduction, sachant que ça n'a pas épuisé l'ensemble des sujets qui sont nombreux. Peut-être indiquer déjà sur le périmètre des travaux de planification, c'est important parce qu'après dans le périmètre des investissements à faire et des choses à financer, ça peut faire varier notablement les choses. Donc, dans la planification écologique, on intègre bien sûr les sujets de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, les sujets de préservation de la biodiversité, les sujets aussi d'adaptation au changement climatique, et ça c'est un enjeu important qui est pour l'instant moins bien chiffré que d'autres, donc sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, les enjeux aussi de santé-environnement et tous les enjeux d'accès aux ressources,
Je pense à la biomasse, à l'eau, à toute une série de ressources naturelles, aux matériaux, au lithium par exemple. Tout cela, je le mets dans le scope de la transition écologique. En termes d'objectifs, on se base bien sûr sur les objectifs de la France, qui ont été ceux que vous avez votés, et puis les objectifs européens. Je pense en particulier à la baisse de 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et donc on a bâti, avec le SGPE et l'ensemble des ministères, c'est un travail très collectif, un plan d'action qui est à la fois écologique au sens où il répond aux 5 enjeux que j'ai cités, mais aussi dès le début économique, puisqu'il s'intéresse aux filières industrielles, aux enjeux aussi de souveraineté qui sont associés à la transition. Je pense bien sûr à la question de la baisse de consommation d'hydrocarbures. Si je fais j'ouvre une petite parenthèse, la France, du coup, la facture énergétique de la France en matière d'énergie fossile était de 90 milliards d'euros d'énergie fossile intégralement importée en 2019. C'est 70 milliards. C'est monté à 130 milliards en 2023 avec l'explosion des prix. Et donc décarboner notre économie, moins consommer d'énergie fossile, c'est aussi améliorer notre indépendance et notre souveraineté. Le plan, il vise à baisser entre 2019 et 2030 de peu près un tiers la consommation d'énergie fossile, tout secteur confondu, transport, industrie, bâtiment, etc. Un tiers de 70 ou 130 milliards, ça fait entre 20 et 40 milliards par an d'amélioration de la balance commerciale. C'est 1 à 2 points de PIB. Et donc c'est un enjeu extrêmement économique, extrêmement important et structurant. Et dans cette planification, on intègre aussi dès le début les enjeux d'emploi. Donc on a eu tout un travail sur lequel je pourrais revenir, notamment territorial, en matière de besoins de formation, en matière de développement, d'évolution de la structure des métiers. Si je donne juste quelques conclusions générales, on s'attend à une transformation réelle mais modeste des volumétries par grande filière, plus notamment dans le domaine du bâtiment avec la rénovation, probablement légèrement moins dans une stabilisation, en tout cas c'est là-dessus qu'on travaille en matière d'agriculture. Voilà quelques exemples. Et puis en matière d'industrie, ça va beaucoup dépendre de notre succès en matière de réindustrialisation. Et donc à la fin, et ça s'ajoute au départ à la retraite qui sont très nombreux, notamment en matière agricole, ça vous connaissez les chiffres aussi. Et donc au final, il faut former quasiment 2,8 millions de personnes entre 2019 et 2030 sur les métiers de la transition, et c'est absolument massif. Et ça se travaille sur le terrain avec les régions, notamment en matière voilà. Donc un projet écologique avec ses 5 axes, un projet économique avec la souveraineté, la réindustrialisation et d'emploi. Et c'est bien tout ça qu'on cherche à attraper en même temps. C'est aussi un plan, je le dis en introduction, c'est important, qui est à la fois ambitieux dans ses objectifs, mais progressif dans la façon dont on embarque les uns et les autres. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable de bien le souligner. Souvent, la caricature est facile en matière de transition écologique. Donc, par exemple, je donne l'exemple de la voiture qui est souvent repris. Donc, la voiture électrique, ce que cherche à faire le plan, c'est 15% de voitures électriques en 2030. Ça veut dire que 85% des Français auront gardé leur voiture thermique normale, et c'est très bien comme ça n'empêche pas d'atteindre les objectifs, et c'est pas du tout culpabilisant. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'embarquer 2 à 3% de la population française chaque année dans des transformations structurelles. Et donc ça veut dire que on a les moyens, que ça soit progressif et que ça soit modéré, et ça nous permet quand même d'atteindre nos objectifs, parce que dans le même temps, il y a aussi un travail fort qui est fait sur l'industrie, par exemple, qui permet aussi d'avancer. Je pense que c'est très important, cette proportionnalité. Alors, j'en viens maintenant aux enjeux plus spécifiques sur les territoires, bien sûr. Donc, dès le début, cette planification au SGPE, on l'a conçue sur 2 pieds. Donc, il y a, quand on agrège les choses du point de vue national, qu'est-ce que ça donne d'un côté, et puis il y a, et concrètement, sur l'ensemble des territoires, qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, ça s'est traduit matériellement dans une démarche qu'on a appelée les démarches de COP régionales. Alors, je dis tout de suite que quand on parle de territoire, on intègre, du coup, on a une vision très exhaustive de l'ensemble des collectivités qui sont concernées. En réalité, tous les échelons sont concernés d'une façon ou d'une autre par cette transition. Les communes, bien sûr, les métropoles, les départements, les régions. Et après, il y a tout un travail sur lequel je vais revenir d'articulation de ces échelons-là, dont les compétences, par ailleurs, du coup, sont définies, parfois se recoupent, et sur lequel on a un enjeu de coordination. Donc, ces COP régionales, c'est quoi concrètement ? On a pris une maille régionale au sens géographique du terme. Ça ne veut pas dire que c'était uniquement la région au sens d'organisation. Et donc, à cette maille géographique, on a cherché à rassembler l'ensemble
des acteurs, donc bien sûr les collectivités dans leur entièreté, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les associations, etc., pour avoir une espèce de PAC général. Et dans ces COP régionales, la première année, on l'a centré sur des enjeux de baisse de gaz à effet de serre, de gestion des ressources, et puis de biodiversité. Et la deuxième année, donc 2025, est en train d'être déployé tout un plan d'action spécifique sur l'adaptation au changement climatique. Il nous manquera, je pense, mais ça, du coup, ça sera à la suite, du coup, de continuer, une dimension santé qui est, à mon sens, encore insuffisamment présente, mais pour faire vraiment le tour des enjeux. Donc, à chaque fois, on a mis sur la table plusieurs choses. Une première chose qui est, c'était une des questions que vous aviez posées notamment, un certain nombre de leviers très concrets en matière de mobilité, en matière de rénovation des bâtiments, en matière agricole, en matière d'industrie, etc. Et sur chacun de ces leviers, on a dit finalement quelle était la contribution possible, à la fois d'un côté des collectivités, et en distinguant du coup les différents niveaux de collectivité, mais aussi les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics au sens l'État, pour qu'on ait à chaque fois un rôle. Et ce que l'on a fait aussi en mise de jeu, mais uniquement pour commencer la discussion au début des COP, on a dit, voilà, pour atteindre l'objectif national, voilà une façon de l'atteindre en mobilisant les leviers. Et donc c'est tel, par exemple, tel volume de rénovation, tel kilométrage de haies, etc., à la maille de chaque région. Et on s'est tout de suite dit dès le début, en se disant, ça c'est un plan d'action indicatif. Le but des COP, c'est justement que chacune des collectivités s'en saisisse, transforme le cas échéant en changeant tout si elle le souhaite, parce que du coup, libre administration et elle le décide. Par contre, il y a deux règles du jeu simples. La première, c'est qu'à un moment donné, quand on fait à la fin l'addition de tous les leviers déployés, il faut qu'on atteigne l'objectif dans le bon niveau d'ambition. Et puis deuxièmement, il faut bien expliquer comment on passe du point A au point B, parce que c'est, je pense qu'on l'a tous vécu, assez facile du coup d'avoir des déclarations sur des objectifs à terme, et plus compliqué et plus utile par ailleurs de dire concrètement comment on fait, quels sont les investissements qu'on doit faire, les gens qu'on doit mobiliser, les transformations qu'on doit porter, etc. Donc documenter ces plans d'action. Donc cette première année de COP, elle a conduit à un travail du coup de défrichage de ces plans d'action-là. Alors bien sûr, les collectivités n'ont pas attendu la planification écologique et le SGPE pour pouvoir travailler, et donc elle s'est appuyée très largement sur tout ce qui a été engagé. On a des premiers éléments de bilan qui ont été mis sur la table là en début d'année, qu'on a publié. Je vous retransmettrai à la commission d'enquête du coup ces bilans-là, mais qui montrent que du coup toutes les collectivités se sont engagées au moins partiellement du coup dans l'ensemble de ces actions-là. Que si je regarde uniquement le prisme des baisses de gaz à effet de serre, il y a à peu près un tiers de l'objectif de baisse qui était d'ores et déjà bien enclenché avant le travail de COP. À l'issue du travail, de l'année de travail qui a conduit à des plans d'action mobilisant du coup tous les niveaux, il y a un deuxième tiers d'actions qui ont été identifiées et endossées par chacune des collectivités qui vont permettre de sécuriser un deuxième tiers de baisse de gaz à effet de serre. Et il reste toujours un trou dans la raquette, permettez-moi l'expression, d'environ un tiers des baisses à réaliser à l'horizon 2030 et qui reste encore à documenter. C'est-à-dire on sait ce que ça pourrait être, mais il n'y a pas encore de plan d'action très concret, très opérationnel derrière. Et donc en l'état actuel des choses, on se dit que pour l'instant, ça n'est pas encore sécurisé. Alors bien sûr, et ça va être le cœur de nos échanges, derrière tout ça, ça c'est les grandeurs physiques dont on parle, ça c'est un point important. Et donc quelque part, ce travail-là, il met en exergue le fait qu'on a des enjeux de coordination, d'allocation entre les différentes échelles qui sont très importants et très structurants. Si j'essaye de les synthétiser, on voit bien que je pense qu'il y a un relatif consensus sur l'ensemble des leviers possibles. Ça, tout le monde est globalement d'accord sur la façon de les faire. Il y a encore des petites discussions, mais sur le qui fait quoi, quels sont les leviers. Ensuite, il y a un deuxième niveau de discussion sur, et concrètement, quelle est la contribution de chacun des territoires à l'objectif départemental, régional, national. Et là, on voit que, en mettant des choses quantifiées sur la table, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas forcément une métrique claire de là où ils devraient être, entre guillemets, ou là où ils sont aujourd'hui. Donc il y a tout un travail à affiner. Donc on a commencé à le faire, à le mesurer, mais il faut encore aller plus loin. Puis après, il y a une troisième catégorie de sujets qui est de répartition de ressources. On voit qu'en matière d'eau, en matière de biomasse, en matière d'énergie, on n'a pas des quantités infinies à chaque fois à disposition. Et donc l'allocation de, à la fin, qu'est-ce qui prend quoi, qu'est-ce qui va où, comment on fait, etc.,
ça nécessite du coup des itérations entre les différents niveaux de territoire. Et on voit que les mécanismes ne sont pas tous présents aujourd'hui, qu'on n'a pas encore trouvé, je dirais, la bonne recette. On a expérimenté des choses, je pense que vous l'avez vous aussi vécu profondément. Par exemple, du coup, quand on dit, je lâche le mot ZAN, mais que sur l'artificialisation, il y a un travail de coordination des régions, etc., on voit bien que ce sujet-là n'a pas été la bonne méthode et qu'elle a été reprise. Pour autant, ce travail d'itération, de se dire comment est-ce que la somme des mouvements individuels, du coup, permet d'avoir le bon mouvement collectif, et il n'est pas encore résolu aujourd'hui. Donc là, on pourra en discuter, on a quelques pistes, du coup, pour pouvoir améliorer ça. Peut-être, et sans vouloir être trop dans l'introduction, quelques premiers éléments sur le financement qui est au cœur de votre sujet, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, sur le sujet du financement, il y a plusieurs choses. D'une part, on a, sur le plan national, une première vision des investissements nécessaires cumulés, publics et privés, en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Les choses sont moins claires en matière d'adaptation au changement climatique. Elles le sont correctement. Quand je dis atténuation, ça inclut aussi la biodiversité. Et on est sur les ordres de grandeur qu'ont donné le rapport Pisani-Mahfouz, donc de l'ordre de 60 milliards d'euros supplémentaires par an par rapport à la situation de 2022, je crois, dans le rapport Mahfouz. Et ça correspond plus ou moins à plus 50% de l'investissement total, puisqu'aujourd'hui, on était à un peu moins de 120. Au moment du rapport, on était à peu près à 120 milliards d'euros d'investissement. C'est global, c'est comprend privé, public. C'est privé et public, global, tout secteur confondu, énergie, industrie, transport, etc. Et c'est l'ordre de grandeur, c'est plus 50% de l'investissement par an. C'est ça. Alors, le travail qu'on a mené au SGPE, je pense que du coup, il est encore en train d'être approfondi, notamment en mobilisant, c'était une de vos questions, le Trésor, pour pouvoir avoir la SPAFT, ce sigle affreux, mais donc du coup qui traduit quelque chose de très utile, qui est la stratégie pluriannuelle de financement de cette transition. On a fait un premier travail de, aujourd'hui, économiquement, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc où est-ce qu'on doit apporter du financement complémentaire pour que ça puisse se faire. Juste sur la partie baisse des gaz à effet de serre, ce qui est intéressant de voir dans les grandes masses, c'est qu'il y a à peu près un quart des baisses d'émissions nécessaires d'ici 2030 qui sont adossées à un business model qui est rentable et pour lequel les acteurs qui doivent le faire ont des capacités techniques et financières suffisantes. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, parce qu'il y en a. C'est quel secteur ça va dépendre un peu des acteurs. Donc typiquement, on retrouve des sujets sur les pompes à chaleur dans les maisons pour les ménages aisés. 8, 9, 10. Du coup, les ménages aisés peuvent se payer en monopropriété principalement une pompe à chaleur. Et donc, du coup, ça, c'est rentable économiquement parce que ça permet de faire baisser la facture quand on change une chaudière, par exemple, fuel ou gaz. Voilà. Pareil en matière de mobilité électrique sur les ménages aisés qui n'ont pas de problème du coût de trésorerie. C'est pareil aussi. Il y a une rentabilité, c'est économique. Un certain nombre d'opérations de changement de LED, par exemple, de lumière dans les collectivités locales sur l'éclairage public, pareil, c'est économique. Voilà. Donc tout ça, ça conduit globalement à peu près un quart, si je somme tout, et on a le détail du coup dans notre document des baisses. Il y en a à peu près un tiers des baisses qui sont adossées à des choses qu'on peut le prendre par tous les bouts. C'est pas rentable, il n'y a pas de rentabilité économique. Alors quand je dis rentabilité économique, c'est en l'état actuel des dispositifs aussi d'accompagnement et de soutien. C'est-à-dire que l'exercice, il a été fait, non pas quand je retire tout soutien, qu'est-ce qui est rentable purement, il a été fait en l'état actuel des dispositifs. Donc ça veut dire quand même qu'en l'état actuel des dispositifs, au niveau des sujets de volumétrie de soutien, puisqu'il y a des choses qui sont au guichet fermé, 2 tiers des baisses sont adossées à un truc rentable, 1 tiers sur des choses pas rentables, sur lesquelles il faut vraiment des financements supplémentaires. Donc il y en a un quart, c'est et rentable et les acteurs ont capacité de faire. Et puis après, le reste, c'est rentable sur le papier, mais les acteurs n'ont pas forcément ni les capacités financières en trésorerie, par exemple, ni les capacités techniques pour pouvoir le faire. Et donc, il y a un vrai sujet d'accompagnement. Ce travail-là, il est utile parce qu'en fait, on se rend compte que quand on regarde après tous nos dispositifs, on regarde cette analyse-là, il y a encore des cas où on apporte collectivement, d'ailleurs pas que l'État, des soutiens dans le quart rentable. Ouais. Mais pour d'autres raisons, souvent, ça s'explique, mais typiquement, on continue d'aider les ménages déciles 9-10 sur les rénovations énergétiques ou alors sur l'achat de véhicules électriques, parce qu'il y a aussi des enjeux de filière industrielle automobile, donc c'est pour ça qu'on continue. Et à l'inverse, on voit aussi qu'il y a des situations où il y a des dispositifs, des leviers qui sont rentables, où les gens n'y vont pas, parce que du coup, il n'y a pas d'incitation ou pas d'obligation, etc. Donc ça peut induire des politiques publiques.
Sur le quart qui est rentable et sur lequel les acteurs n'ont pas de capacité à faire, ça doit nous interroger sur quels sont les modes d'intervention qu'on doit avoir. Sur cet espace-là, c'est quand même une grosse partie. En gros, on n'a pas forcément besoin de mettre de la subvention. Par contre, on peut avoir des avances remboursables, on peut avoir du portage de type leasing, on peut avoir donc des mécanismes qui du coup ne sont pas coûteux en subvention, mais qui permettent d'apporter la trésorerie nécessaire pour les acteurs de le faire. C'est aussi des sujets de partage de risque et d'allocation de risque. Dedans, je me permets de souligner un certain nombre de dispositifs intéressants, parce que moi, je crois beaucoup au développement de ce bloc-là qui est encore sous-développé, entre guillemets, aujourd'hui. Typiquement, quand on avait la PPL CASNAV que vous aviez votée sur le MGPEPD, donc le paiement différé, donc en fait la performance énergétique sur les bâtiments avec le paiement différé, ben, on voit que pour l'instant, ça permet du coup de pouvoir adosser des travaux payés par un tiers et de le financer sur l'économie de facture. Donc c'est super intéressant comme dispositif. On voit que pour l'instant, il se développe encore très peu. Et donc là, typiquement, ça fait partie des choses qu'il faut creuser pour voir quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'est pas encore assez développé et comment on peut aller un peu plus loin. Et par ailleurs, son champ est pour l'instant limité. Je crois qu'il y a dans les discussions des lois en cours, là, loi de simplification par exemple, il y a des discussions pour pouvoir l'élargir un peu en périmètre. Sur le photovoltaïque en autoconsommation, par exemple, les réseaux de chaleur, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on peut l'imaginer, etc. Donc ce type de mécanisme-là, il peut y avoir aussi du portage. En fait, il y a tout ce qui est rentable, on peut y adosser des opérateurs économiques, des SPL, on peut y adosser des CMOP, des SEM, on peut y adosser aussi quelque part une partie des DSP dans toutes ces formes. Et donc là, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent permettre d'aider au financement. Et puis, il faut concentrer du coup après les moyens de subvention sur là où vraiment il n'y a pas de rentabilité et il faut compléter. Donc c'est à la fois des enjeux souvent d'infrastructure sur lesquels on bâtit des communs et que du coup qui ne sont pas forcément tarifés au coût, ou alors d'accompagnement des plus modestes, des politiques d'accompagnement. Et donc là, c'est là où le cœur... Mais pour l'instant, le débat sur les subventions, il est pas toujours bien posé, c'est-à-dire qu'il ne se concentre pas toujours uniquement sur cette partie-là. Et quand on arrive à là, pour nous, on considère qu'il y a à peu près un tiers des baisses qui vont nécessiter des moyens supplémentaires. Quand on regarde les choses, alors après, il y a des très savants calculs, mais qui aboutissent à la fin sur, en gros, un 50-50 entre le public et le privé. C'est plus subtil que ça, il faut regarder, on a documenté les différents cas, mais en agrégé, ça donne ça. Et au sein du public, quand on regarde la répartition en fonction des compétences, nous, on trouve qu'il y a plutôt un tiers État, 2 tiers collectivité quand on fait au prorata des compétences, parce que c'est beaucoup des bâtiments et de la mobilité, l'investissement. Et donc, de ce fait, c'est beaucoup dans les compétences en termes de bâtimentaire public. Le parc des collectivités est plus grand que celui de l'État. Puis en termes d'investissement dans les infrastructures de transport, les compétences transport sont avant tout entre les mains des collectivités. Après, il y a bien sûr des mécanismes de péréquation qui fait qu'à la fin, il y aura probablement là aussi un 50-50 entre l'État et les collectivités sur le financement. Mais si on regarde vraiment au prorata des compétences, c'est vraiment ça le résultat qu'on trouve. Et là, il y a à la fois des enjeux de redirection. Vous me posiez des questions sur le sujet. Est-ce qu'on peut faire intégralement sous forme de redirection ? Je pense que ça n'a pas encore été étudié jusqu'au bout, mais il y a des gisements, donc on peut faire. Il y a bien sûr aussi des sujets de ressources. Alors, vous posez des questions sur les sujets fiscaux, et je pense que dans vos questions, on pourra approfondir. Après, il faut le sujet fiscal, il faut ici derrière que le mener à terme. Je pense au versement mobilité, par exemple. On voit que le pouvoir de taux a été donné, mais pour autant qu'il n'est pas forcément exercé là, à court terme. Donc, je dirais, ça peut faire partie de la solution, mais ça ne peut pas se résumer à ça non plus. Et puis, il y a, je trouve, un point intéressant qui a été posé et qui est dans votre questionnaire sur le sujet. Comment est-ce qu'on compte tout ça ? Je fais une toute petite digression, après je m'arrête. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a fait la reconstruction, c'est aussi le moment où on a structuré le plan comptable général en 1947 et qu'on a déployé les choses à façon de le mesurer. Je pense qu'on est dans un nouveau moment de ce type-là et il faut du coup qu'on se dote d'outils de mesure qui, au-delà des euros, regardent aussi les flux physiques et donc du coup les comptabilités de la matérialité, notamment de l'eau, de la biomasse, etc. Et donc on a besoin, et quand on a fait les travaux de territorialisation, on touche ce truc-là du doigt. On n'a pas encore de méthode totalement définitive, même si on commence à l'approcher, de compter ça. Donc le budget vert, il va y contribuer. Je pense qu'on n'a pas fait le tour avec le budget vert, mais c'est un pas supplémentaire dans comment je mesure les choses correctement et comment je prépare cette deuxième acte de relance. Et donc derrière, une fois qu'on sait bien compter, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on consolide, qu'est-ce qu'on déconsolide, qu'est-ce qu'on compte à part. Et donc du coup, dans ce débat notamment sur la dette publique et la dette verte, il pourrait y avoir un chantier autour de ça. Et donc comment est-ce qu'on compte séparément un certain nombre d'investissements ? Je le prends avec précaution parce que très vite, ce mécanisme-là, il peut être dévoyé et se mettre à du coup compter des mauvaises choses, entre guillemets.
Moi, ce que je regarde, c'est que, et je terminerai avec ça vraiment, quand on regarde, je reviens sur mon sujet de souveraineté, quand on regarde qu'on peut économiser de 20 à 40 milliards d'euros par an sur la balance commerciale, tous les investissements qui vont permettre d'améliorer la balance commerciale, donc de décarboner, avoir un résultat concret et presque un taux de rentabilité en réalité, quand on regarde la chronique du coût d'amélioration de la balance commerciale, il pourrait être compté un peu séparément. Mais ça, c'est uniquement une certaine catégorie d'investissement et il faut être à peu près clair sur ce qu'on y met dedans. Et ça, je pense que les travaux sont en cours là-dessus, qu'on n'est pas encore au bout, mais qu'il y a un potentiel intéressant pour approfondir. Donc voilà. Donc j'ai essayé de brosser, voilà, c'est à la fois la méthode. Il y a des sujets de gouvernance sur lesquels on peut revenir, parce qu'ils sont notamment d'allocation et d'articulation entre les échelles géographiques. Et puis dans le grand sujet des financements, il y a plein de sous-parties. Donc là, je suis bien sûr à votre disposition pour pouvoir approfondir ces différents points. Merci, c'était déjà une bonne entrée en matière assez complète. Si je refais le compte par rapport à ce qu'on s'est dit, l'ordre de grandeur, c'est 60 milliards à peu près, les plus 50%, quoi. La moitié publique, la moitié privée. Et dans le parti public, 2 tiers, 1 tiers, ça fait 20 milliards pour les collectivités, 1 tiers pour l'État. Après, vous l'avez dit, il y a des gisements un peu partout de redéploiement ou même de meilleur ciblage. Aujourd'hui, on n'y est pas. Si j'ai bien... si je vois ces ordres de grandeur, j'ai l'impression qu'on n'y est pas vraiment, en tout cas en termes de ce qui est fait au dernier budget. Vous pensez que la stratégie par exemple nationale bas carbone, actuellement on finance assez? Est-ce que toutes ces stratégies qu'on a montées un peu, que ce soit le PNAC, mais le PNAC c'est encore en train d'être, voilà, vous l'avez dit, le financement est encore un peu flou, mais la SNBC, on voit à peu près les secteurs où il faut investir, et est-ce qu'on est sur les bons rails en termes de financement et de trajectoire? Pour vous, on est dans le bon sens? Alors, je reprends ces éléments pour être un peu plus précis. C'est-à-dire que on a effectivement... Ce dont on parle là, c'est de l'investissement total nécessaire, public et privé. Quand on parle d'investissement public, c'est effectivement l'ordre de grandeur du 20 milliards, il est à peu près raccord avec ce qu'on a publié. Ce n'est pas nécessairement 20 milliards de subventions. Non. On est aussi sur des sujets, par exemple, il y a toute une partie qui est de la mobilité, qui est des réseaux d'eau, qui est aussi de la rénovation de bâtiments, donc qui est adossée après sur une recette. Quand on parle recette en transport, recette aussi en réseau d'eau, recette aussi en matière d'économie d'énergie sur les infrastructures. Et donc ce qu'il faut regarder, et c'est le travail qui est en cours là, c'est aujourd'hui quelles sont les recettes sur lesquelles on peut tabler liées à ces investissements nouveaux qui vont aussi permettre de faire des économies dans certains cas ou permettre de financer les choses différemment et de financer les services. Et ensuite, regarder comment est-ce qu'on finance le complément. Et par ailleurs, il faut avoir aussi une vision dans le temps. Alors c'est vrai qu'on est généralement, avec la façon dont on compte les choses aujourd'hui, pas bon là-dessus, si je me permets du coup ce jugement de valeur-là, parce que tous les investissements d'infrastructures dont on se parle beaucoup, et donc qui s'amortissent sur une période très longue. Et là, dans la façon dont on compte les choses, eh bien, on regarde comme si c'était annuel et qu'il fallait tout financer sans lissage aucun dès maintenant. Et donc du coup, on fait une énorme bosse d'investissement court terme. Donc il y a un autre enjeu dans tout ce que je vous dis là, qui est comment on le lisse, ces éléments-là. Et c'est là où le financement de projet, avec du coup des outils du type société publique locale, du type aussi les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, comme tout un tas de sujets, ça permet aussi de lisser les choses. Et là, dans ces conditions-là, quand on fait du lissage, le sujet, c'est le coût du financement pour que du coup, le coût total de l'opération n'explose pas. Et là, il y a des mécanismes qui sont possibles, avec des fonds de garantie, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire, quand on tire le trait à la fin, quel est le besoin net de subventions supplémentaires, parce que le travail, il n'a pas été fait complètement, brique par brique, levier par levier, de se dire comment est-ce qu'une fois que j'ai activé tous les mécanismes possibles, qu'est-ce qui reste en subvention pure. Et mon intuition est que, et je le regarde d'ailleurs dans mon nouveau métier là, c'est qu'il y a plein de cas où, parce que c'est plus facile d'avoir la subvention qui est donnée directement et puis que c'est plus facile pour tout le monde, on a plein de poches de financement alternatifs qui sont atteignables et qu'il faut qu'on aille chercher. Voilà. On a 2 gros outils. Alors c'est au moment de la subvention pure, c'est la dotation, c'est le fonds vert et puis l'opérateur ADEME. Quel regard vous portez là-dessus? Parce qu'on en parle beaucoup, nous, du fonds vert, il a connu un peu un destin un peu fluctuant, mais ça reste quand même un outil, un guichet intéressant pour les collectivités pour financer
un certain nombre d'investissements. Il n'est pas parfait, donc j'aimerais bien avoir votre regard, vous, sur ces deux outils, quoi. Oui. Alors, donc sur le fonds vert et puis sur les interventions de l'ADEME, plusieurs choses. En 2022, quand on a lancé la planification, et puis il y avait du coup de fortes demandes des collectivités locales qui étaient arrêter les appels à projets. On les suppose parce que du coup, c'est beaucoup de mobilisation en amont. On n'est pas sûr du coup d'avoir, avec parfois l'ingénierie derrière, etc. Absolument, absolument. Et puis aussi, on veut de la visibilité pluriannuelle, qui est du coup le deuxième sujet fort qui a été dit. Et puis donc, voilà. Donc ça a conduit. Et par ailleurs, il y avait une grande diversité de dispositifs complémentaires. Il y avait entre les fonds friches, les fonds déchets, il y a toute une série de dispositifs. Donc le fonds vert, il a été créé à ce moment-là pour répondre à ces problématiques qui avaient été émises par les collectivités locales. Il avait très fortement été porté par le Sénat d'ailleurs en 2022 à l'époque, qui était de dire comment est-ce qu'on fait un dispositif de gré à gré et pas d'appel à projet, donc à la main des préfets en discussion avec les collectivités. Et comment est-ce que c'est un guichet unique où on fusionne du coup tout un tas de dispositifs existants, en l'occurrence le fonds friche et d'autres qui étaient du coup dans les fonds initiaux. Et je pense qu'à cet égard, ça a plutôt été une réussite, me semble-t-il, par rapport à la situation antérieure où on avait tous ces appels à projets, on avait une complexité à trouver. Et puis avec aussi, ça a permis de booster des moyens qui étaient sur la table. Parce qu'à la base, quand on faisait la somme des fonds différents, on n'était pas sur les 2,5 milliards du coup de la première édition du fonds vert. On était sur des montants inférieurs. Et donc du coup, les moyens notamment sur les friches, les écoles, la rénovation des écoles, etc. a été notablement boosté à ce moment-là. Donc ça, je pense que c'est, du coup, dans le design, c'était plutôt positif. Je pense que la première année, ça a permis de débloquer plein de projets qui étaient déjà en réalité dans les cartons, mais qui n'avaient pas été débloqués depuis longtemps, avec probablement un scope de choses financées un peu trop large, avec des choses qui n'étaient pas forcément indispensables. On cite souvent le cas de l'éclairage public, sur lequel on n'avait pas forcément besoin de la subvention, c'est mon cas de tout à l'heure, et donc de ce fait, ça a été nettoyé, entre guillemets, dans les éditions précédentes. Donc moi, je trouve que le fonds vert, issu après des transformations progressives en termes de recentrage de l'intervention, il est plutôt pertinent et dans le type d'objet qu'il finance et dans ses mécanismes, du coup, notamment avec le gré à gré entre le préfet et les collectivités. Après, il a encore des imperfections et des choses à améliorer, mais je pense qu'on est plus dans l'ordre de l'amélioration que dans l'ordre du coup de... Sur son pilotage, parce qu'aujourd'hui, il est un peu piloté en fonction du volume qu'on veut bien y mettre à chaque PLF. Oui. Est-ce qu'il y a... Donc là, oui, vous avez raison. Pour l'instant, ce qui a été, par rapport à la promesse initiale, on ne retrouve pas la pluriannualité, concrètement, qui était un engagement fort. Après, c'est pour ça qu'il y a aussi tout le travail de contractualisation qui s'est développé, je pense au CRTE par exemple, qui doivent permettre du coup de redonner une vision, en tout cas projet, et donc une forme de pluriannualité. Et donc, ce n'est pas le fonds vert en tant que tel, c'est l'utilisation qu'on a faite après dans les contrats de terrain qui sont déployés. Et ça, je pense qu'on est en plein dans la deuxième phase des CRTE, et c'est le bon moment pour essayer de mettre ça en vigueur. Et donc, moi, je pense que sur le fonds vert, il faut qu'en termes de pilotage, il faut continuer à avoir un regard extrêmement précis sur ce qui est financé. À chaque fois que, pareil, il y a des alternatives à la subvention, du coup, retirer ce type d'intervention pour le centrer vraiment sur ce qui est indispensable et continuer à lui donner de la visibilité. Donc moi, je défends plutôt le fonds vert par rapport à la gestion qui a été faite. Je dirais un peu pareil sur un certain nombre de dispositifs de l'ADEME. Donc moi, je trouve que l'ADEME, enfin, je redonne quand même la quasi-totalité des crédits de l'ADEME sert au soutien à l'investissement à la fois sur les collectivités et puis sur les entreprises. Et donc là, pareil, je trouve qu'on trouvera toujours des contre-exemples d'argent qui a été pas très bien utilisé, mais c'est des montants, me semble-t-il, qui sont marginaux par rapport à l'ensemble et je tire un bilan très positif du coup du soutien qui est apporté. Alors avec le disclaimer du début sur mes intérêts actuels, du coup bien sûr le fonds chaleur, le fonds déchets finance, mais d'ailleurs, la Cour des comptes a dit des choses très claires sur le fonds chaleur en termes d'efficacité de l'euro investi, qui était un des meilleurs en termes de décarbonation, et donc je pense que c'est un dispositif qui est très efficace et qui est utile, à la fois sur la partie décarbonation de la chaleur par exemple, sur les réseaux de chaleur, mais aussi sur l'industrie, et moi je le vois encore plus en ce moment. On voit quand même que arriver à financer des infrastructures de production d'énergie décarbonée,
tout seul, ça ne se fait pas toujours parce que du coup, il y a un risque que l'industriel derrière, il disparaisse parce que la situation économique, elle est tendue aujourd'hui, qu'il y a des aléas, etc. Avoir du coup une infrastructure qui est un peu aidée et qui du coup est pérennisée, ça peut être au contraire du coup un gage de pérennisation de l'activité économique sur le territoire. Ça sécurise de l'accès à la vapeur du coup qui est un peu plus compétitif et c'est extrêmement positif sur le long terme et sur la structuration du territoire. Donc tous ces dispositifs, à mon sens, on a plus un travail de vigie permanente, de nettoyage le cas échéant pour ajuster les dispositifs, mais surtout pas de remise en cause à mon sens parce que c'est vraiment des dispositifs qui sont pertinents. Oui, moi j'ai une question qui est un peu volontairement paradoxale. À partir du moment où on introduit à ce point, et d'ailleurs je comprends bien l'idée de rentabilité sur les investissements, est-ce que forcément on ne les priorise pas uniquement sur la question de la décarbonation ou sur la moindre économie d'énergie fossile, ce qui est un objectif totalement louable, mais alors on laisse par exemple de côté la question de la préservation de la biodiversité, où pour le coup on ne voit pas forcément le retour sur investissement. Il y a des limites au retour par investissement. Tout n'a pas toujours un retour sur investissement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument, Monsieur le Président. Alors, peut-être, notre démarche, elle est vraiment en deux temps. Le premier temps est de dire, quand je prends l'ensemble des objectifs environnementaux, incluant la biodiversité, quels sont les investissements que je dois faire et d'avoir un plan d'investissement qui couvre bien l'ensemble. Et ensuite, j'utilise l'analyse par rentabilité pour prioriser là où je mets des subventions et là où j'en ai pas besoin d'en mettre. Et donc, je ne limite pas, du coup, le plan d'investissement total uniquement à ce qui est uniquement rentable, parce que du coup, je louperai, comme vous le dites, une partie de mes objectifs. Par contre, je priorise mes subventions là où je n'ai pas de rentabilité. C'est comme ça vraiment qu'on le prend. Et donc, de ce fait, la biodiversité, vous avez raison, dans un certain nombre de cas. Alors, on peut mobiliser un peu de financement privé quand même sur la biodiversité. Quand on a, par exemple, ce qui a été mis en place avec le label bas carbone, on mobilise, du coup, là, en l'occurrence, les compagnies aériennes, les centrales à charbon ont des obligations de compensation des émissions supplémentaires qu'elles font et donc doivent acheter des crédits carbone pour pouvoir compenser et financent comme ça de soutien à la protection de la biodiversité sur nos forêts, sur nos écosystèmes, etc. Il y a d'autres exemples de ce type-là, les obligations réelles environnementales, etc. Tout ça peut être développé, mais par contre, il restera une nécessité aussi de soutien public qui pour partie d'ailleurs existe. Alors, pour partie aussi relève de problématiques, alors là, qui sont fiscales, pour revenir aussi, vous m'invitiez à en parler, qui ne sont pas simples. Typiquement, le sujet des redevances sur l'eau est un sujet compliqué. Et on voit que quand on réouvre le sujet, ça réouvre le sujet. Quand on met à plat le qui paye quoi en matière de redevances sur l'eau au prorata des volumes prélevés, on voit qu'il y a des très fortes inéquités entre secteurs que nous autres, en tant que citoyens, payons cher notre eau, que d'autres secteurs économiques, je pense bien sûr l'agriculture en particulier, le payent très peu, mais pour d'autres raisons. Et c'est ça que ça ouvre aussi comme problématique de financement derrière. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite incise sur la question de la gouvernance sur l'eau, parce que je trouve que c'est un très bon exemple. La France est regardée plutôt en exemple au niveau mondial sur notre système de gouvernance de l'eau avec les comités de bassin, d'application, etc. Dans un univers où, du coup, sans changement climatique, on avait une ressource française en eau qui était assez abondante, on voit que le dispositif fonctionnait plutôt bien, a permis une transformation importante. On voit que là, par contre, le dispositif, il n'arrive pas aujourd'hui à traiter correctement le sujet de l'adaptation. Parce qu'on se dirige vers une pénurie très forte d'eau. C'est-à-dire que quand bien même il pleuvrait toujours autant, les scientifiques disent que globalement, il y a plein de variations, mais globalement, les régimes de pluie de demain seront différents. Il pleuvra beaucoup plus l'hiver, beaucoup moins l'été, mais en quantité totale de pluie tombée, c'est pas très différent. Mais attention, parce que du coup, vu que la température est plus élevée, l'eau s'évapore plus. Et donc l'eau utile qui reste sur Terre et qui est utilisable par nous, du coup, est diminuée d'un quart, moins 25%. C'est 50 milliards de mètres cubes. Et aujourd'hui, l'intégralité de ce qu'on consomme, l'eau consommée, c'est 5 milliards. Et l'eau prélevée, c'est 33 milliards. Donc on va perdre en quantité d'eau plus que l'intégralité de 10 fois ce qu'on consomme et plus que tout ce qu'on prélève. Et donc ça, gérer la pénurie. Et donc du coup, le plan de sobriété, on s'est dit, on baisse de X% d'ici 2030, etc. Ça ne permet pas du tout le statu quo. Et même ça, ces baisses de 15%, par exemple, de prélèvement, on n'arrive pas à obtenir des gouvernances actuelles de bassin
qu'elle le décline à la maille de chaque bassin et sous-bassin par secteur. Parce que c'est des sujets très compliqués, très conflictuels, et que du coup, le mécanisme d'allocation que j'évoquais tout à l'heure, d'articulation entre les échelles géographiques, il permet de faire émerger du consensus. Il n'arrive pas à trancher sur des sujets durs de divergence et d'allocation difficiles. C'est le cœur. On l'a sur la pollution de l'air, on l'a sur l'artificialisation des sols, où si on partage le constat et les besoins, dès qu'on rentre un peu dans le dur, le cycle ZAN, vous l'avez dit, allume des feux un peu partout, mais le cycle ZFE, on l'a vu aussi, tomber un peu la colère parfois. Tous ces cycles, ils sont venus d'une volonté partagée, mais on se demande à quel niveau, là vous avez parlé des COP, mais avant même les COP, peut-être parce que ces cycles ils sont arrivés bien avant, comment on a associé les collectivités dans l'élaboration de la stratégie pour arriver à parfois, on se demande, se demande parfois comment, si elles ont été bien consultées, ou en tout cas quel niveau d'implication on leur a demandé pour arriver à construire ces politiques de ZAN, de ZFE, et d'autolimitation quasiment. Alors, il y a vraiment beaucoup de sous-sujets dans le problème, donc j'essayais de... On a plusieurs approches. En termes d'objectifs de résultats, où est-ce qu'on doit arriver, etc. Par exemple, moins 55% de gaz à effet de serre, ça c'est beaucoup la physique quand même, quelque part, qui nous l'impose. Et donc de ce fait, là, typiquement, le moins 55%, c'est le sujet des 1,5 degré, 2 degrés de l'accord de Paris, et hop, ça aboutit à ça sur les engagements notamment européens et français. Le sujet de la gestion de l'eau, c'est pareil, c'est une quantité physique. À la fin du coup, on en a ou on n'en a pas, et donc du coup, par contre, donc ça, là où on doit arriver, il y a en réalité, on peut toujours faire des petites variations, mais quand on regarde l'ensemble des problèmes qui sont tous interconnectés, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Et en fait, le résultat s'impose un peu à nous. Bon. Après, la question, c'est comment on y va, et qui fait, comment on répartit les efforts, les compétences, etc. Et là, je pense qu'il y a eu, ce que je disais au début, il y a une forme de... Maintenant, en termes de quels sont les leviers à activer possibles, on commence toutes et tous à en avoir fait le tour. Et donc, du coup, on sait tous les énumérer. Et je pense qu'ils font relativement consensus. Par contre, la question qui ne fait pas consensus du tout, c'est quelle est l'intensité avec laquelle je le mets en place ? Est-ce que mon voisin le fait si je le fais moi aussi ? Et c'est ces questions-là très dures, du coup, de répartition de niveau de l'effort. Donc la délibération et l'association des collectivités et des autres acteurs d'ailleurs en amont sur quel type de levier, elle a plutôt été faite à tous les niveaux en réalité. Après la question sur maintenant comment on se répartit l'effort, alors je pense que c'est un peu nouveau en réalité de rentrer sur une approche quantitative et pas uniquement qualitative de quelle est l'intensité de l'effort à faire sur chaque territoire. Et le ZAN est un des premiers exercices qui le fait comme ça. L'eau, on l'avait, mais c'était dans un monde où on avait beaucoup d'eau, donc c'était plus simple. Maintenant, on va avoir à le faire dans un monde où on a beaucoup moins d'eau, et ça va être tout aussi difficile. L'accès à la biomasse, tout pareil. Le sujet de la qualité de l'air, tout pareil, etc. Et là, il me semble, moi, que la méthode qu'on essaye d'esquisser avec les COP, du coup, est intéressante. Je ne dis pas qu'elle résout tout, mais c'est de dire... Parce qu'en fait, c'est des sujets tellement compliqués et intermêlés qu'il faut bien partir de quelque chose pour discuter. Je trouve ça utile de partir, du coup, d'avoir la même grammaire de quels sont les leviers sur la table, et ça, on l'a plutôt, et de se dire, de mettre sur la table, ouvert à tout le monde, en se disant, ben voilà, à la maille des départements, ou même, idéalement, même jusqu'à la maille des EPCI, si on veut aller jusqu'au bout, voilà ce que serait une répartition qui marche. Et ensuite, il y a une discussion, du coup, à la fois au sein de chaque territoire, de se dire, est-ce que c'est soutenable, pas soutenable, dans quelle ampleur, etc. Et par contre, ce qui n'est pas soutenable et qu'on n'arrive pas à faire, il faut aller discuter avec le voisin d'à côté sur savoir est-ce que vous pouvez en prendre plus. Et puis moi, je vous prends, par exemple, je vous produis de la biomasse que vous n'avez pas, mais vous faites plus de rénovation de bâtiments. C'est ce genre de choses. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, mais c'est ça le sens du coup des discussions territoriales qu'on doit avoir demain. Et c'est pour ça que l'exercice de COP, pour l'instant, on l'a fait l'année 1. Ça a permis de poser les choses, poser la grammaire, avoir une première vision du plan d'action. Mais que l'exercice, il s'installe dans le temps. Et donc, du coup, on doit avoir ce type de discussion-là. Donc, je trouve qu'un point de départ, en disant pas de rien, voilà ce que ça pourrait être. Qu'ensuite, chacun peut le transformer totalement, mais avec ce souci d'arriver au résultat et d'être concret et de discuter avec les paramètres des voisins. Je pense que c'est ça qui est une bonne façon de faire.
Après, ça nécessite qu'on se mobilise tous très fort. Ça nécessite que cette nomenclature du coup, des leviers, ce langage commun, on le partage bien. D'où d'ailleurs l'évolution un peu des normes comptables élargies pour pouvoir parler vraiment le même langage, le budget vert, etc. Et puis qu'on ait des lieux de discussion entre échelles géographiques pour pouvoir y arriver. Et ça, pour l'instant, moi, ce que je constate, du coup, l'expérience qui a été la mienne, c'est que chaque acteur veut rester totalement autonome chez lui, et dès qu'on a des sujets de partage de ressources, de contraintes, de tout ce qu'on veut, du coup, aux différentes échelles, là, ça se crispe. Si vous deviez évoquer une forme de pays idéal en matière de transition écologique, qu'est-ce que vous diriez? Quelle description vous feriez? Non, mais c'est un problème, je dirais, nouveau pour le monde entier, en réalité, ce qu'on est en train de vivre. Et donc, de ce fait, chaque pays part d'un point qui est un peu différent, a des avantages, des inconvénients, des atouts, etc. Dans les pays nordiques où il fait froid de longue date, le sujet de l'isolation des bâtiments et de la chaleur par réseau de chaleur a été beaucoup plus développé, mais ce sont aussi des petites populations très concentrées, et donc du coup ça se pose pas du tout, c'est pas la même géographie du coup que la France ou les pays latins. Donc je trouve qu'en France on a plutôt on a des bonnes réflexions, on va dans le bon sens si on se dote des bons outils. Par contre, on est toutes et tous en face d'un énorme défi de changement de culture, et là on a beaucoup parlé du court terme. Mais du coup, on doit pouvoir, faut qu'on parle aussi après de l'aménagement du territoire et le plus long terme. C'est-à-dire que tout ce que les plans d'action qu'on a mis à court terme, c'est pour arriver à 2030. Et 2030, c'est demain. Et les questions d'aménagement du territoire, elles ont relativement peu d'incidence sur le territoire de 2030. Pour 2040, pour 2050, c'est la géographie qu'il faut réinterroger au sens de l'aménagement de notre territoire, du rapprochement du lieu domicile-travail, de tout un tas de sujets sur lesquels on peut aussi revenir, de l'usage des sols. Un sujet très structurant, et c'est aussi pour ça, à la base, les sujets d'artificialisation, c'est beaucoup ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on préserve absolument nos territoires naturels. C'est bien sûr nos terres agricoles, mais c'est aussi nos forêts. Et aujourd'hui, du coup, et pour la production de biomasse, et pour la capture de carbone, et en plus de tout le reste, on a besoin, du coup, de les préserver, et probablement d'ailleurs de revoir l'équilibre actuel entre forêts et terres agricoles. Sujet pas simple quand on regarde notre histoire, mais c'est un vrai sujet qu'on a devant nous. Oui, moi, je partage tout ce que vous avez dit, bien évidemment. Mais nous savons quand même que l'inaction climatique, elle coûtera 5 fois plus que l'adaptation au changement climatique. Et donc, l'État et les collectivités ont un rôle important à jouer. Les collectivités, elles ont pris conscience. Et de plus en plus, elles développent beaucoup de programmes. Moi, je vis cette situation dans mon département, très engagé en matière d'excellence environnementale. Il n'empêche néanmoins que le budget consacré à l'écologie dans le PLF cette année est en baisse d'1,3 milliard d'euros, et que ça n'est pas, c'est pas un bon signal qu'on envoie aux collectivités. Parce que c'est pareil quand vous parlez du lissage et des investissements, mais quand une commune de 1500 habitants entreprend la rénovation du bâtiment scolaire, c'est 2 millions d'euros, et ça, elle ne peut pas le lisser, c'est pas possible. Quand la prime rénov' est en chute, elle aussi, qu'on sait que quand on donne 1 euro en matière de travaux de rénovation de logement, on sait que c'est en plus 4 euros de travaux dans l'économie locale donnés au BTP, et que c'est des emplois non délocalisables de surcroît. Je pense que quand dans mon département, par exemple, on a entrepris dans les 38 collèges de faire du 100% bio local fait maison, et qu'on va arriver à la fin du mandat aux 38 collèges qui seront 100% bio local, très franchement, ça demande des efforts financiers du département, de la collectivité. Donc quand par exemple on sait, avec la prise de compétence de l'eau et de l'assainissement par les EPCI, on sait que ce sont des dépenses colossales qui vont se trouver devant les EPCI, dans la mesure où, dans la ruralité, on sait que il y a au moins, les réseaux datent d'au moins 60 ans, que nous perdons dans nos réseaux, en France, la valeur de la consommation de 18 millions d'habitants. C'est énorme.
les travaux que nous avons à faire, dans le même temps où l'État applique le plafond mordant aux agences de l'eau. Donc, si vous voulez, c'est quand même un petit peu la situation que nous vivons. Il faut que tout le monde sente la volonté de tous les partenaires d'avancer et d'avancer vite, parce que la situation aujourd'hui, elle est très urgente en matière de transition écologique. La question, vu les besoins qui sont exprimés là, est-ce que vous imaginez une fiscalité environnementale locale qui pourrait exister? Vous avez peut-être des mécanismes déjà en tête qui pourraient permettre de répondre à ça, en plus des besoins évidemment de l'État qui sont pour l'instant sous-investis. Alors, plusieurs éléments. Je pense que on parle beaucoup d'investissement dans les infrastructures, dans tout ce qu'on se dit là. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça. Il y a aussi des frais de fonctionnement dans tout ce qu'on se raconte. Et d'ailleurs, un sujet que je trouve qui est mal pris en compte dans la façon dont on porte les projets, entre CAPEX et OPEX, entre du coup frais de fonctionnement, frais d'investissement. Et notamment, beaucoup des investissements de transition devraient permettre d'économiser des frais de fonctionnement. Et dans la façon dont on a en comptabilité publique de le traduire, pour l'instant, on a des problématiques pour bien révéler ça. Ça fait le lien d'ailleurs aussi avec un des sujets sur lequel il y a eu... Vous aviez voté des choses dans le PLF 25 sur, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'appelle le fonds Dantec, mais du coup, le territorial. Mais pas que. Mais sur lequel, un des éléments de raisonnement de fond, c'était aussi de dire, en matière d'ingénierie et du coup aussi de frais de fonctionnement, il y a des choses à financer, et ça, c'est une réalité aussi derrière. Alors, si je reviens à votre question, Madame la sénatrice, il y a plusieurs éléments. Alors, je partage le fait que c'est des montants colossaux dont on se parle, et donc du coup, avec parfois aussi des collectivités qui sont de petite taille en fait. Je précise un petit peu le point que vous disiez, typiquement les dispositifs de lissage, ils sont, avec les mécanismes récents, ils sont aussi en théorie disponibles aussi pour les petites collectivités. Par exemple, le marché global de performance énergétique à paiement différé, il est activable. Et donc, la rénovation de l'école, elle pourrait être lissée dans le temps aussi en termes de frais. Il ne faut pas sortir les 2 millions maintenant. Après, la difficulté, c'est qu'il y a une forme de complexité d'ingénierie. Et donc, de ça pose la question de se dire comment est-ce qu'on appuie ça? Probablement, mais là, je pense que je n'ai pas du tout fait le tour du sujet, mais en s'appuyant sur des SPL, en s'appuyant sur, au niveau peut-être... mutualisé, je ne sais pas si c'est département, si c'est autre chose, je pense que cette situation est un peu différente, mais on doit pouvoir du coup avoir des agrégations de plusieurs communes sur un dispositif très opérationnel dédié à ça qui nous permet de débloquer et de faire vraiment du lissage d'investissement sur ces points-là. Je précise aussi que, par exemple, typiquement, MaPrimeRénov', vous disiez que les crédits avaient baissé. Moi, ce que je regarde un peu, bien sûr, mais pas que le sujet du montant global. Je regarde surtout les tarifs unitaires du coup des opérations. Pour le coup, les tarifs de soutien par opération ont été maintenus. Ça pose une question de savoir est-ce qu'on sera obligé d'arrêter le dispositif en cours d'année, mais pour autant, pour l'instant, il n'y a eu aucun ralentissement effectif, je dirais, par rapport à ça. Alors, plus généralement, du coup, comment financer où est l'argent de tout ça? J'ai peu parlé d'adaptation et vous avez parlé dans votre point de dire le coût de l'inaction est plus élevé. Je pense que ça doit nous conduire à une réflexion. Pour répondre d'abord à votre point, on n'a pas imaginé, nous, côté SGPE, un nouveau système de fiscalité qui permettrait de résoudre cette équation financière-là, etc. Moi, je crois beaucoup plus à comment est-ce qu'on donne du pouvoir du taux, on module les dispositifs existants pour pouvoir contribuer, comment on couple avec dispositifs de portage financier, de ceux que j'ai déjà largement évoqués, etc. Comment est-ce qu'on mobilise les financements externes pour y arriver. Pour autant, il y a 2 gisements qui ont pour l'instant été totalement inexploités, entre guillemets. Ça va en faire sursauter quelques-uns. Il y a un sujet autour de l'assurance. Aujourd'hui, du coup, où est l'incitation financière? Qui paye aujourd'hui les dommages? C'est pour partie du coup les assureurs, mais du coup derrière avec l'État en dernier recours dans un certain nombre de cas. Et donc il y a toute une réflexion qui a commencé à avoir lieu, mais qui à mon sens pas finalisée, pour que l'augmentation de l'impact les risques du changement climatique ne se conduisent pas par un rétrécissement de ce qui est assuré, mais se traduisent par une réflexion sur comment est-ce que le système global d'assurance évolue pour être en capacité de mieux financer la prévention en amont. Aujourd'hui, l'assurance, elle est beaucoup sur indemnisation des dommages avec partage du coût du risque.
on le retrouve très peu. Du coup, alors, on retrouve via le fonds Barnier, qui est une forme de contribution des assureurs, mais qui est d'un montant. Mais on doit pouvoir aller plus loin. À mon sens, l'assurance privée doit pouvoir aller beaucoup plus en amont sur la prévention, par exemple, bâtimentaire, sur un certain nombre de risques ou de ces choses-là. Et ça, je pense qu'il y a des choses à approfondir. C'est pas simple, parce que du coup, si il y a un risque du coup d'exclusion de certains territoires qui seront plus du coup couverts par les assurances, et donc du coup ça veut dire que pour aller plus loin il faut regarder est-ce qu'il y a un mécanisme de péréquation qui fait qu'il y a une obligation, c'est ce qu'on a fait pour avec Julien de Normandie avec l'assurance récolte, il y a obligation pour les assureurs de proposer des choses et il y a péréquation entre assureurs du coup dans le cas où ça serait trop risqué. Bref, ce sujet-là, l'assurance, à mon avis, du système assurantiel en général, on n'a pas été au bout, il y a les zones de financement. Et ça vaut aussi, après, deuxième gros sujet, tout ce qui est la santé. Aujourd'hui, on a des frais de dépenses en santé qui sont très élevés et qui vont croissant. Et beaucoup de ces frais ont des activateurs, j'allais dire, qui sont liés à la situation environnementale. Et donc, de ce fait, alors ça vaut pour la pollution atmosphérique, mais ça vaut aussi avec les vagues de chaleur demain, ça vaut pour un certain nombre de maladies liées à la qualité de l'eau, ça vaut pour plein de choses. Et donc, la réflexion, mais qui commence, j'avais des discussions avant de quitter mon poste avec la Direction générale de la santé et avec l'IGAS aussi, de se dire comment est-ce qu'on mobilise aussi le système de santé pour pouvoir mieux déployer des actions de prévention. C'est aussi une façon, du coup, de réfléchir différemment ce sujet de... Il n'est pas simple, hein, celui-là non plus, mais du coup, c'est des centaines de milliards d'un côté santé. Et là, on parle de quelques milliards, finalement, du côté prévention. Et donc, je trouve que ce sujet se regarde. Je ne viens pas avec la solution, mais ce sujet se regarde. Et je termine avec un élément qui est important, parce que, vu que c'est beaucoup des... Enfin, derrière, on investit beaucoup, on fait beaucoup des investissements. Et donc, derrière, on se préoccupe aussi du coût du financement. Et c'est là où tout boucle. Permettez-moi un peu de cette simplification, mais si jamais on fait... exploser la dépense publique globale, l'endettement, etc., parce qu'on veut financer des grands plans d'investissement, le coût du financement, lui aussi, va exploser. Et dans ce cas-là, la transition au total, elle va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, et potentiellement avec des choses qui seront plus du tout, quelque chose qui était rentable économiquement, qui ne seront plus du tout, et donc le besoin de soutien, il sera encore là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à raisonner sous contrainte de dépenses publiques globales. C'est ça l'équilibre pas simple qu'on doit essayer de trouver. Mais donc, les poches, entre guillemets, nouvelles, je pense qu'il y a un sujet autour du système assurantiel, autour du sujet de la santé. Et il y a après à travailler beaucoup sur être très exigeant et rigoureux sur partout où on peut avoir une alternative à la subvention. Un des sujets, je trouve intéressant, ça va être les avances remboursables et les prêts bonifiés, par exemple. Il y a plein de sujets d'investissement. Je pense par exemple au réseau de chaleur que je commence à regarder, sur lequel un prêt bonifié ou une avance remboursable peut permettre dans certaines situations du coup de débloquer l'investissement là où jusqu'à présent on avait uniquement de la subvention. Et ça permet de faire plus de choses. Absolument. Absolument. Non, il faut avoir une raison. Absolument. Merci pour vos propos. Pour revenir sur la notion de planification et sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises, le ZAN par exemple, on voit bien que tout ce qui est descendant marche assez peu et amène à des récurrences permanentes pour adapter, modifier, assouplir, sans pour autant arriver à la fois à tenir l'objectif de départ annoncé et à satisfaire aux contraintes qu'impose la mise en œuvre de ces objectifs. Vous avez évoqué peut-être la possibilité de faire davantage confiance au terrain, et notamment aux collectivités, pour la mise en place. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre les mêmes résultats, en tout cas tendre vers les mêmes résultats, en partant de la base et en étant plutôt dans des contrôles a posteriori ou en tout cas dans des accompagnements que dans des directives qui, on le voit bien, à chaque fois ont du mal, que ce soit ZFE, ZAN, enfin je ne sais pas si c'est la lettre Z qui pose problème, mais
on est quand même aujourd'hui dans une impasse à ce niveau-là, et tout ça mettant à mal, je dirais, l'objectif effectivement de transition et de stratégie bas carbone. Enfin voilà, donc le compte n'y est pas, et on est quand même aujourd'hui un peu hésitant sur la méthode. Alors, merci pour votre question, monsieur le sénateur. Je pense qu'il faut, j'essaie de dire les choses telles que je les pense, parce que oui, je pense qu'il faut partir du terrain, et donc du coup, mais il faut partir du terrain sur la base d'une typologie de levier qui est à peu près claire et opérationnelle, et en comptant les choses et en les mesurant. Et donc ça veut dire aussi que nécessairement, on va avoir un moment où on va dire le compte y est ou le compte n'y est pas, et du coup ça, il faut l'entendre aussi. Jusqu'à présent, ce qui a bloqué, c'est non seulement les choses descendantes, mais c'est aussi tout ce qui était le compte n'y est pas, parce que du coup, on se met à contester l'objectif. L'objectif, il vient d'où? Il vient du haut, et donc de ce fait, c'est pas légitime, etc. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce de contrat nouveau à bâtir là. C'est-à-dire que il y a quand même des contrats à rendre, et à un moment donné, il faut que ça boucle. Et donc, ce qu'on imagine, et tout est possible, ça se heurte quand même à cette réalité-là. Et ça, je pense qu'il faut, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire entendre. Je fais un tout petit peu le vieux routier sur Lausanne, parce que du coup, j'étais aussi à l'époque dans l'équipe de Jean Castex au moment de la loi climat et résilience, mais précisément le processus d'élaboration qui a conduit à celui qui a été critiqué ensuite, c'était le résultat d'un travail approfondi qui avait été fait avec votre chambre, avec le Sénat, pour se dire comment est-ce qu'on décline, et justement comment est-ce qu'on a les différentes échelles, et comment est-ce qu'on met la région en ordre de pouvoir travailler aussi sur la répartition entre les bassins de vie. Ça venait de la discussion justement avec vous tous à cette époque-là. Et on l'avait faite en disant justement il ne faut pas quelque chose qui soit trop prescriptif dans la descente, il faut des lieux de délibération. Et dans la première version, souvenez-vous qu'il y avait la conférence des Scots qui du coup devait délibérer, et s'il y avait accord de la conférence des Scots, ça l'emportait, et ça valait du coup répartition, et la région n'avait pas besoin d'intervenir. Bon, on voit bien qu'une fois que ça, quand on est tous ensemble, dans une pièce, on l'élabore et on s'entend là-dessus, mais qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une forme de mise en œuvre, et du coup de s'en tenir aussi. À un moment donné, ça pique un peu, parce que du coup la réalité c'est que c'est pas facile ce qu'on se dit là, et qu'il faut le mesurer et le confronter avec l'objectif. Et ce moment-là, on peut prendre toutes les méthodes qu'on veut, ça va être un peu rugueux à un moment donné. Vous avez parlé on va dire de millefeuille, même si ça dépasse un peu le millefeuille, parce que souvent ça s'entrecroise, des collectivités qui peuvent financer la transition. On cherche un peu qui pourrait coordonner tout ça, parce qu'on voit bien que quand ça descend de l'État, c'est quand même parfois mal perçu. Et puis en plus, avec l'État qui a repris les ressources fiscales, imposer un certain nombre de stratégies, ça devient compliqué. Donc comment on peut coordonner ça localement? Alors il y a le principe de la COP, j'ai bien compris, mais qui est pas quelque chose on va dire, qui ne peut pas imposer quoi que ce soit, ou qui ne peut pas trop rentrer dans la délibération publique, ce qui est normal. C'est l'élu qui décide à la fin des investissements qu'il veut faire sur son territoire. Donc comment on coordonne ça localement? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de mobiliser tout le monde, mais s'il n'y a pas un chef d'orchestre pour dire à peu près comment tenir les objectifs, ça devient compliqué. Question redoutable. Eh oui. Non, je ne crois pas beaucoup au fait qu'on puisse avoir un pilote du coup qui soit reconnu comme légitime par tous, et du coup de ce fait qui pilote l'ensemble. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites de nommer tel et tel acteur en charge d'eux, et qui sont toujours plutôt confrontés à un problème de reconnaissance, de légitimation, de remise en cause des décisions, etc. Donc il me semble qu'à la fin, ce dont on a besoin, c'est d'être très clair sur le plan d'action et le qui fait quoi, qui peut être multiple. Et là, je trouve qu'encore une fois, le travail de COP permet quand même, du coup, est un lieu pour le faire. Je pense qu'on n'a pas été au bout. Pour l'instant, ça reste la maille de la région un peu trop lointaine. On a commencé à le faire à la maille du département, et c'est beaucoup plus, je trouve, utile. Ça permet d'aller encore plus loin. On pourrait aller, et on a eu des travaux dans ce sens qui n'ont pas encore été totalement finalisés, jusqu'à la maille de l'EPCI, là qui est la maille très opérationnelle, et que je trouve vraiment très intéressante. Et ensuite, il faut du coup une forme de contractualisation sur résultats moyens.
Et donc à un moment donné, notamment dans tout ce qui est l'attribution des soutiens financiers, que ça soit conditionné à l'atteinte des résultats physiques que l'on recherche, pour que chacun soit directement responsabilisé, entre guillemets, et on va avoir comme ça des équipes projets qui vont se former. C'est pas la voie la plus simple, mais il me semble que du coup, c'est la voie la plus robuste, que c'est celle qui mobilise tout le monde à son niveau, enfin chacun au bon niveau, entre guillemets. Et c'est finalement, peut-être qu'on va un peu moins vite, mais on fait des transformations plus profondes comme ça, me semble-t-il. Voilà. Donc c'est une vision relative. Ce que je vous décris là, c'est une vision qui est très décentralisée et diffuse, mais qui est adossée à une colonne vertébrale, en tout cas, de plans d'action cohérents et communs, qui est très forte. Alors, ce qui veut dire que il va y avoir des moments un peu difficiles, parce qu'on va se rendre compte que le plan d'action local, quand on le met en place, en fait, les résultats qu'on attendait, ils ne sont pas forcément là, et qu'aller plus loin, c'est un truc qui est très difficile, parce que ça va coûter cher, parce que c'est des changements de comportement élevés, etc. Et c'est ça qu'il va falloir gérer. Donc, ça résout pas tout, mais ça permet quand même ce pilotage-là. Merci beaucoup. Chers collègues, plus d'autres questions? Vas-y. C'est juste une dernière question qui est un peu personnelle, mais vous avez construit toutes ces stratégies, en tout cas vous en avez été l'architecte, vous voyez un peu les trajectoires physiques dont vous parlez. Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, moi, à titre personnel, je suis un optimiste. Donc, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Sinon, je pense que ça serait trop difficile. Non, mais la bonne nouvelle, je suis optimiste parce qu'il y a plusieurs choses. Parce qu'on parle souvent de l'inaction, de ce qu'on n'arrive pas à faire, etc. Et on ne parle pas souvent de ce qu'on arrive à faire. On a quand même réussi collectivement, et c'est un résultat collectif parce que c'est l'issue de transformations profondes dans les mobilités, le logement, etc., à baisser depuis 2017 de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et on est globalement aujourd'hui sur la bonne trajectoire en 2024 pour atteindre l'objectif de 2030. Ça, ce n'était pas du tout écrit d'avance, ce n'était pas gagné, etc. Et pourtant, c'est ça. Alors pour autant, les marches qu'on a à franchir en 2025, 2026, etc., elles sont difficiles et elles ne sont pas du tout acquises. Mais néanmoins, il y a quand même ce bilan-là, qui est quand même quelque chose qui je trouve important. Deuxièmement, je trouve, moi, que la mobilisation au niveau local, elle est forte. Il y a plein de gens engagés, de bonne volonté, qui font des choses. Et ça me rend assez optimiste sur le fait que le mouvement, il est engagé. Après, là où je suis inquiet, c'est que on voit que pour faire beaucoup d'investissements, il faut un peu de stabilité. Et donc là, on voit que la situation internationale, politique, elle est compliquée et que de ce fait, c'est difficile de se projeter en pluriannuel alors même qu'il faudrait. Je tempère un peu ça par le fait qu'en réalité, notre intérêt économique, contrairement à beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, c'est d'accélérer dans cette transition aujourd'hui. Parce que notre problème, nos chocs économiques qu'on a pris dans la figure ces dernières années, l'explosion du prix du gaz, des carburants, etc., c'est lié à nos dépendances sur les énergies fossiles, nos dépendances sur les matériaux. Et donc réduire ces dépendances-là, c'est un synonyme de transition réussie. C'est en fait aussi notre intérêt économique très immédiat. Bon. Mais quand même, l'instabilité, du coup, nous porte préjudice là-dessus. Et donc, il faut qu'on arrive, et il ne faut pas qu'on se... Et dernier élément, il y a un sujet de pacte social, c'est-à-dire que ça marche parce que du coup, chacun fait une partie de l'effort. Plus le pacte social est distendu, plus on refuse de faire des efforts pour les autres, et chacun refuse de faire sa part parce que l'autre ne la fait pas. Et donc, à la fin, on atteint une forme d'immobilisme assez vite. Et donc là, on voit que notre société fracturée est un risque aujourd'hui par rapport à ça. Donc je pense qu'il est encore temps d'y arriver. Je pense qu'on a pris le bon chemin sur plusieurs sujets, mais le défi devant nous, il est absolument massif et il ne faut surtout pas s'arrêter. Oui, moi j'avais une dernière question. Dans le discours d'investiture de Donald Trump, il y a beaucoup de choses qui sont choquantes. Mais parmi celles qui m'ont choqué le plus, c'est « on va fourrer comme des malades ». J'avais trouvé et comme vous avez fait l'école des mines en plus, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de terrible quand un propos comme celui-là est à ce point répercuté, qu'il y a une forme ça entraîne une forme de désespérance mondiale en disant mais après tout, pourquoi faire quand même? Il y a cette dimension-là dans toute cette question de la transition écologique qui est toujours un risque. Ah, mais c'est une très bonne question et je pense très importante. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça à la fin? Et surtout quand on voit que les autres grands pays, type les États-Unis, etc., avec Trump, du coup, faut marcher en arrière tout. Est-ce que ça vaut encore le coup?
Donc, moi, je réponds du coup sans ambiguïté oui, mais pour des raisons peut-être pas forcément totalement intuitives. Je pense que d'un point de vue très, très auto-centré et très égoïste pour la France, pour l'Europe, c'est notre intérêt immédiat, indépendamment de ce que font les États-Unis, la Chine, toutes les autres géographies, que de le faire. Pour ces questions de souveraineté économique que j'évoquais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir de marché fou sur nous en termes d'hydrocarbures, en termes de matières premières. La Chine, du coup, dispose des équipements de raffinage de lithium massifs, etc. Et c'est vrai aussi pour le Moyen-Orient, qui finance d'ailleurs l'islam intégriste, etc. Derrière, c'est les mêmes sujets. Donc, de ce fait, on est en train aujourd'hui, on est entre les mains économiques de puissances étrangères qui sont de plus en plus hostiles. Et donc, pour notre bien-être, pour notre résilience, pour notre survie économique, même si j'ose le mot, c'est indispensable de faire cette transition. Et là, je ne parle même pas de climat dans ce que je dis là. Je parle vraiment de nos enjeux économiques purs. C'est vrai aussi en matière de santé. On voit que les sujets qualité de l'eau, parce que le changement climatique fait que l'eau s'évapore, donc les polluants se concentrent. Et donc, si on veut préserver, du coup, juste en matière de santé publique les choses, il faut qu'on fasse ce qu'on est en train de parler. C'est indispensable. Bon, ça, c'est les deux blocs qui font que, indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde ailleurs, on y a intérêt et il faut qu'on y aille à fond. Et en plus, on a après le sujet du coup du climat et du réchauffement global. Et là, ce qu'on fait nous, c'est une petite contribution. Ah, mais il faut la faire nous. Après, on peut avoir des doutes quand on voit ce que fait Trump, etc. Par contre, tout degré ou centième de degré gagné est toujours bon à prendre vu les dommages énormes qui arrivent le jour où du coup la température augmente. Et ce qui est mon dernier point, qui est que il faut en parallèle de tout ça, encore une fois, on a intérêt à faire pour les questions de souveraineté et des questions de santé, indépendamment de ce que font tous les autres. Il faut aussi qu'on s'adapte d'ores et déjà et qu'on se prépare à une évolution du climat pour que les chocs en matière de dommages, etc., soient nettement amoindris en amont. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que c'était très, très intéressant comme audition et très riche. Et merci de nous avoir consacré du temps. Alors, mes chers collègues, on reprend à 17h. Voilà, Merci. pour l'autre audition. Merci beaucoup.